Dans la nature sauvage et reculée du Maine, 3 femmes dirigeaient, depuis plus de 30 ans, ce qui semblait être un sanctuaire religieux. 600 femmes y entrèrent en quête de guérison spirituelle. Moins de la moitié en revinrent, et celles qui le firent n'étaient pourtant plus les mêmes. Les archives de l'État du Maine contiennent le témoignage d'une survivante si bouleversant que les autorités refusèrent de le rendre public pendant plus d'1 siècle. Ce soir, nous révélons ce qui s'est réellement passé derrière les murs de pierre du couvent des larmes éternelles. Avant de poursuivre l'histoire du couvent des larmes éternelles, précisons que cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde. Elle s'adresse uniquement aux âmes les plus courageuses, à celles qui osent affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous avez le courage d'entendre ce qui s'est vraiment déroulé dans l'ombre de notre passé, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Êtes-vous assez brave pour rejoindre notre communauté de chercheurs de véritables mystères? Découvrons-le ensemble. Ce qui rend cette histoire particulièrement glaçante, c'est qu'elle ne fut pas motivée par le fanatisme religieux ni par des forces surnaturelles, mais par quelque chose de bien plus terrifiant. La poursuite méthodique du savoir à n'importe quel prix humain, dissimulée derrière une façade de charité chrétienne. À la fin du XVIIIe siècle, le district du Maine faisait encore partie du Massachusetts, un territoire sauvage où les communautés isolées luttaient d'une pour survivre aux hivers impitoyables et à des réalités encore plus dures. La ville côtière de Millbridge, qui comptait à peine 300 âmes, servait de poste de commerce aux marchands de bois et aux pêcheurs assez téméraires pour affronter les eaux traîtresses de l'Atlantique. À 15 milles à l'intérieur des terres, à travers une forêt dense marquée seulement par des sentiers de chasse amérindiens, se trouvait une parcelle de terrain qui allait devenir synonyme d'horreur indicible. Les sœurs Ashford arrivèrent à Millbridge un matin gris d'octobre 1788 dans une charrette tirée par des chevaux, chargée de caisses mystérieuses et de fournitures médicales qui attirèrent les regards curieux des habitants. Mère supérieure. Agatha Ashford descendit la première du chariot avec l'allure d'une noble européenne. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains striés d'argent et aux yeux gris perçants qui semblaient enregistrer chaque détail de son environnement. Sa voix portait l'accent raffiné de la société anglaise éduquée, et son attitude trahissait l'habitude du commandement et de l'obéissance absolue. Vint ensuite sœur Prudence Ashford, une femme grande et maigre d'une 30aine d'années, à la peau d'albâtre et aux mains qui bougeaient avec la précision gracieuse d'un maître artisan. Ses doigts, longs et pâles, possédaient une stabilité inhabituelle qui se révélerait plus tard essentielle à son sinistre travail. Contrairement à sa supérieure, Prudence parlait peu, observant le monde de ses yeux bleu clair qui ne laissaient rien transparaître de ses pensées. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, sa voix portait un léger accent écossais, cultivé, mais empreint d'une froideur qui mettait mal à l'aise même les colons les plus endurcis. La plus jeune du trio, la novice Temperance Ashford, semblait à peine âgée de 22 ans. Elle possédait une beauté troublante qui attirait immédiatement l'attention. Cheveux noirs de jais, peau de porcelaine, yeux sombres, où paraissaient se cacher d'anciens secrets. Mais il y avait dans cette beauté quelque chose d'inquiétant, une qualité qui poussait instinctivement les mères à serrer leurs enfants contre elle lorsqu'elle passait. Son sourire ne touchait jamais ses yeux, et elle avait cette habitude dérangeante d'observer les gens comme s'ils étaient des spécimens dans une collection. Les femmes Ashford se présentaient donc comme des religieuses anglicanes fuyant la persécution en Angleterre, cherchant à fonder un nouvel ordre dans la nature sauvage américaine. Elles portaient avec elles d'impressionnantes lettres de recommandation d'officiels de l'Église d'Angleterre, documents qui s'avéreraient plus tard être de parfaites contrefaçons. Leurs récits étaient suffisamment convaincants pour satisfaire la communauté protestante de Millbridge, qui voyait dans la présence de femmes éduquées et pieuses une influence civilisatrice sur leur rude colonie de frontières. Grâce à des pièces d'or qui semblaient inépuisables,
Les sœurs achetèrent comme près de 200 acres de forêt isolée à une veuve reconnaissante, incapable de rembourser les dettes laissées par son mari défunt. Le prix qu'elles payèrent, 3 fois la valeur estimée des terres, fit hausser quelques sourcils, mais leur assura aussi la coopération enthousiaste des autorités locales. Elles engagèrent immédiatement tous les charpentiers, maçons et ouvriers disponibles dans la région pour construire leur retraite religieuse. L'édifice qui s'éleva de la forêt au cours des 8 mois suivants ne ressemblait à aucune structure religieuse que les ouvriers n'aient jamais vue. 3 étages de pierre grise, extraites des carrières secotières voisines, avec des murs si épais qu'ils étouffaient tout son venant de l'intérieur. Les fenêtres, minuscules et placées très haut, rendaient impossible toute vue sur ce qui se passait à l'intérieur. Mais le plus étrange était le sous-sol, nécessitant une excavation profonde et des fondations renforcées, bien au-delà de ce qu'exigerait un simple espace de stockage. Lorsqu'on interrogea la mère supérieure Agatha sur cette architecture inhabituelle, elle répondit avec un sourire serein. La pénitence exige la solitude, et la solitude demande un confinement approprié. Nos sœurs d'Angleterre ont appris que la guérison spirituelle est la plus efficace lorsque la pénitente est entièrement coupée des distractions du monde. L'explication en convainquit la plupart, bien que certains ouvriers plus âgés se demandassent en privé pourquoi une maison de Dieu devait ressembler autant à une forteresse. Les femmes Ashford supervisèrent chaque détail de la construction avec une attention méticuleuse. Elles insistèrent sur certaines modifications qui parurent étranges aux bâtisseurs. Portes renforcées munies de lourdes serrures, système de drainage capable d'évacuer de grands volumes de liquide et conduits d'aération plus adaptés à un établissement médical qu'à un couvent. Lorsqu'on les interrogea sur ces particularités, les sœurs évoquèrent leur expérience dans des institutions religieuses européennes, affirmant qu'il s'agissait là d'aménagements au standard pour un accompagnement spirituel intensif. Le docteur Samuel Hartwell, médecin itinérant parcourant les colonies de la frontière, devint l'un des premiers et des plus fervents partisans des sœurs. Homme d'une 50aine d'années, réputé pour ses idées de médical progressiste, le docteur Hartwell fut immédiatement impressionné par leur connaissance apparente de la psychologie féminine et des troubles mentaux. Lors de leur première rencontre, il fut stupéfait par leur compréhension sophistiquée de troubles que la plupart des médecins ne reconnaissaient même pas encore. Ces deux sœurs possèdent une remarquable intuition de la nature de l'hystérie et de la mélancolie féminine. Leur méthode, bien qu'inhabituelle, repose sur des principes médicaux solides qui, je le crains, ont des décennies d'avance sur la pratique américaine actuelle, écrivit-il dans son journal. Ce que le docteur Hartwell n'écrivit pas dans ses notes officielles, ce fut la conversation privée qu'il eut avec la mère supérieure Agatha au sujet des arrangements financiers de leur collaboration. En échange du renvoi de cas difficiles au couvent et de la fourniture de matériel médical par ses contacts, Hartwell recevrait un paiement mensuel substantiel et l'accès à des études de cas détaillées, susceptibles de faire avancer sa carrière. Pour un médecin peinant à gagner sa vie dans la frontière, c'était une offre impossible à refuser. La réputation du couvent se répandit dans tout le territoire à une vitesse stupéfiante. Des familles de Portsmouth, Portland et même Boston commencèrent à entendre des murmures vantant la capacité miraculeuse des sœurs Ashford à transformer les femmes à problème en citoyennes modèles. Le prix était élevé, $20 d'argent pour un mois de traitement, 50 pour 3 mois, et 100 pour ce qu'elles appelaient une réforme complète. Mais pour les familles désespérées, confrontées à des filles scandaleuses ou des épouses hystériques, cela semblait un prix modeste à payer pour la paix et la respectabilité. Les femmes envoyées au couvent des larmes éternelles reflétaient les angoisses sociales de l'Amérique du début du XIXe siècle. Des mères célibataires refusant de révéler l'identité du père de leur enfant y arrivaient aux côtés d'épouses ayant publiquement défié l'autorité de leur mari. Des filles
refusant des mariages arrangés, était confia au même établissement qui recevait aussi des femmes montrant trop d'intérêt pour les livres ou la politique. Le fil conducteur était la défiance, des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient vite franchi les limites étroites du comportement féminin acceptable. Les tensions religieuses de l'époque influençaient également la clientèle du couvent. Des familles de puritaines y envoyaient là et parfois leurs filles, attirées par les enseignements anglicans ou méthodistes, tandis que des familles anglicanes se débarrassaient de leurs filles, séduites par la ferveur émotionnelle des réveils baptistes. Les sœurs Ashford acceptaient toutes les confessions religieuses avec un égal enthousiasme, affirmant que leur méthode transcendait les différences sectaires grâce au pouvoir universel de la discipline chrétienne. Le premier signe qu'il se passait quelque chose de profondément anormal au couvent des Larmes éternelles apparut lors d'une nuit glaciale de février 1803, lorsque le jeune Thomas Brewster chassait dans la forêt entourant cette mystérieuse institution. Ce trappeur de Wingington suivait depuis des heures un cerf blessé à travers la neige épaisse, lorsqu'un bruit étrange attira son attention vers le grand bâtiment de pierre qui se découpait dans l'obscurité du ciel d'hiver. Thomas connaissait parfaitement ces bois et pouvait reconnaître chaque son naturel, le craquement des branches gelées, le hurlement lointain des loups, le souffle du vent dans les pins. Mais ce qu'il entendit cette nuit-là était différent, profondément dérangeant et sans aucun doute humain. À travers l'air lourd et la neige, des cris déchirants montaient et retombaient en vagues, mourant parfois en gémissements désespérés, avant d'exploser à nouveau en hurlements d'agonie si bruts qu'ils glacèrent le sang de Thomas. Abandonnant sa proie blessée, il s'approcha du couvent, le cœur battant, alors que les sons terribles continuaient. Le bâtiment semblait complètement sombre, mais en contournant vers l'arrière, il remarqua une faible lueur filtrant par les fenêtres du sous-sol, à moitié enfouie sous les congères. Les cris s'amplifièrent à mesure qu'il approchait, accompagnés d'autres de bruits, le cliquetis d'instruments métalliques, des chuchotements pressés, et un son qui ressemblait horriblement à un sciage. À travers une fenêtre partiellement givrée, Thomas aperçut une scène qui le hanterait pour le reste de sa vie. Le sous-sol avait été transformé en ce qui ne pouvait être décrit que comme un théâtre chirurgical, éclairé brillamment par des dizaines de lampes à huile et de bougies projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Une femme était attachée à une table en bois par des sangles de cuir, sa tête maintenue immobile par un appareil métallique qui ressemblait davantage à un instrument de torture qu'à un outil médical. Sœur Prudence se tenait au-dessus d'elle, le visage rougi par la concentration, manipulant une longue tige de métal. La tête de la patiente était partiellement rasée, révélant un cuir chevelu pâle, marqué de lignes noires, tracées à l'encre. Le plus terrifiant de tout, c'est qu'il y avait une ouverture visible dans son crâne. Thomas distingua l'éclat de l'os exposé et en dessous, quelque chose de plus sombre, du tissu cérébral. Les yeux de la femme, écarquillés par la terreur et la douleur, fixaient sur le vide. Ce qui rendait la scène encore plus cauchemardesque, c'était la froideur clinique de ses bourreaux. Mère supérieure. Agatha se tenait à proximité, un carnet à la main, notant calmement ses observations, comme si elle assistait à une procédure médicale ordinaire. La novice Temperance tendait les instruments à Sœur Prudence avec la précision d'une assistante expérimentée. Thomas resta figé d'horreur, tandis que Sœur Prudence enfonçait la tige métallique plus profondément dans le crâne de la victime. Les cris atteignirent un paroxysme, semblant faire trembler les pierres du bâtiment, puis cessèrent brutalement lorsque la femme perdit connaissance. Les sœurs continuèrent à travailler avec une précision méthodique, apparemment indifférentes au fait que leur patiente ne réagissait plus. Incapable d'en supporter davantage, Thomas s'enfuit dans la nuit, trébuchant à travers la neige en proie à une panique aveugle. L'image de cette chambre souterraine resta gravée dans son esprit. L'efficacité mécanique des gestes, le détachement scientifique des exécutantes, et surtout la certitude terrifiante que ce n'était pas la première fois
que de telles horreurs se produisaient entre ces murs de pierre. Le lendemain matin, Thomas se précipita dans la forge de son père, balbutiant à propos de chambres de torture et d'opérations cérébrales avec une telle frénésie que son père craignit une crise de démence. L'aîné Brewster, homme pragmatique et soucieux de préserver la stabilité de la communauté, écouta avec inquiétude le récit de son fils, qui semblait tout droit sorti d'un roman gothique plutôt que d'un établissement religieux respectable. « Thomas, dit son père avec précaution, tu chassais seul, dans la tempête, après des heures à suivre un animal blessé. L'esprit peut jouer de terribles tours dans de telles conditions. Peut-être as-tu vu une sorte de procédure médicale. Les sœurs soignent des maladies de féminines, nécessitant parfois des interventions délicates. Mais la description de Thomas était trop détaillée, trop précise pour être une simple hallucination. Il pouvait décrire l'agencement du sous-sol, les instruments qu'il avait vus, et surtout la froideur méthodique des sœurs. Ce n'était pas la folie désordonnée, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre, organisé, calculé, répété. Le père décida alors de consulter le diacre Morrison, citoyen le plus respecté de la ville et autorité morale reconnue. Morrison, homme prudent, avait bâti sa réputation sur la modération et l'harmonie communautaire. Les dons sur Ashford étaient considérés comme des modèles de vertu depuis 5 ans, généreuses avec les œuvres locales, et toujours irréprochables lors de leurs rares apparitions publiques. Plus encore, plusieurs familles influentes avaient des filles ou des épouses actuellement soignées au couvent. « Soyons extrêmement prudents », avertit Morrison après avoir entendu le récit. De telles accusations pourraient détruire des réputations et déchirer notre communauté. Ce sont des femmes de Dieu, pas des criminels. Il doit exister une explication raisonnable à ce que le garçon croit avoir vu. Cependant, le diacre ne pouvait ignorer complètement des accusations aussi graves. Il accepta donc d'enquêter discrètement et se rendit au couvent la semaine suivante sous prétexte d'organiser un événement de bienfaisance paroissiale. La mère supérieure. Agatha le reçut dans un salon austère, dominé par un grand crucifix de bois et des tableaux religieux, dont les regards semblaient suivre les visiteurs avec sévérité. Son attitude était parfaitement gracieuse, sans trace d'inquiétude ni de culpabilité, tandis qu'elle servait le thé et s'enquérait de la santé de sa famille avec une douceur apparente. Lorsque le diacre évoqua prudemment les bruits étranges rapportés la nuit par des chasseurs, le visage d'Agatha n'exprima qu'une légère inquiétude compatissante. « Mon cher diacre, expliqua-t-elle avec son accent anglais distingué, nous menons souvent des séances de prière intensives pour nos résidentes les plus tourmentées pendant les heures silencieuses de la nuit. Le processus de purification spirituelle peut être très bruyant, surtout chez les femmes ayant mené des vies de péché. Elle poursuivit, « Certaines arrivent dans un état de détresse spirituelle extrême, possédées par les démons de l'orgueil, de la luxure et de la rébellion, qui résistent violemment au pouvoir purificateur de la discipline chrétienne. Pour certaines, le mal est si profondément enraciné que l'extraction exige des efforts considérables. Les cris que vos chasseurs ont entendus étaient sans doute ceux des démons chassés par la prière et la pénitence. » L'explication, livrée avec une sincérité et une érudition théologique impressionnante, parut convaincante au diacre Morrison. Le concept de guerre spirituelle était familier à tous les chrétiens de la frontière, et l'idée que certaines âmes corrompues nécessitent des moyens extrêmes pour être sauvées semblait acceptable dans le contexte religieux de l'époque. La mère supérieure proposa ensuite de lui faire visiter les étages supérieurs du couvent, où plusieurs femmes priaient en silence dans des dortoirs propres mais austères. Elles paraissaient d'assez calmes et concentrées, mais le diacre remarqua une étrange rigidité dans leurs gestes, un manque de spontanéité humaine. Lorsqu'il chercha leur regard, elles semblaient en fixer quelque chose au loin, au-delà de lui. Quand il demanda à visiter les sous-sols, Mère Agatha expliqua que ces lieux étaient réservés aux séances de conseils spirituels intensifs pour les femmes nécessitant une attention particulière. Elle dit avec un sourire pudique
J'ai bien peur qu'il serait inconvenant pour un homme d'assister à ce genre de procédures intimes. Certaines de nos méthodes de purification spirituelle féminine nécessitent un examen privé de l'âme, dont la dignité des patientes serait compromise si des yeux masculins y assistaient. L'explication semblait raisonnable dans le cadre des conventions sociales de l'époque, et le diacre Morrison quitta le couvent rassuré, convaincu que Thomas Brewster avait mal interprété ce qu'il avait vu. Cependant, quelque chose continuait de le troubler pendant le trajet du retour, une impression subtile de malaise qu'il ne parvenait pas à nommer, mais qui refusait de quitter son esprit. Les femmes qu'il avait observées paraissaient trop calmes, trop contrôlées, se déplaçant avec une uniformité étrange, plus semblable à des somnambules qu'à des êtres humains conscients. Et il y avait cette odeur persistante dans le bâtiment, pas seulement celle, attendue, de médicaments et de produits de nettoyage, mais une autre, plus profonde, plus organique. Une senteur qui lui rappelait désagréablement les hôpitaux de campagne qu'il avait visités pendant la guerre d'indépendance, où l'air semblait saturé de sang et de souffrance. Après la visite du diacre, les sœurs Ashford mirent en place des mesures de sécurité supplémentaires, rendant leurs activités encore plus opaques. Les hurlements qui avaient alerté Thomas furent remplacés par un silence inquiétant, encore plus sinistre que les précédentes perturbations nocturnes. Les familles locales continuaient d'envoyer leurs femmes, troublées, au couvent, et les sœurs les accueillaient avec bienveillance, promettant des transformations spirituelles toujours plus profondes. Mais les habitants les plus attentifs commencèrent à remarquer des signes alarmants. Les femmes qui entraient même pour mes corrections spirituelles ressortaient, des mois plus tard, totalement changées, non pas réformées, mais altérées d'une manière impossible à expliquer. Mary Prescott, jeune femme de 19 ans connue à Millbridge pour son esprit vif, son rire contagieux et son indépendance scandaleuse, avait refusé 3 prétendants convenables. Ses parents, excédés par sa volonté rebelle, l'envoyèrent au couvent pour 6 mois de guidance spirituelle afin de la préparer au mariage. À son retour, ils furent donc d'abord ravis du changement. Leur fille, obéissante, docile, ne discutait plus, parlait à peine, et accepta sans émotion la première demande en mariage qui se présenta. Mais, au fil des semaines, l'inquiétude s'installa. Mary ne reconnaissait plus ses plats favoris, ses objets personnels, ni même ses amis d'enfance. Lorsqu'on lui montrait les lettres qu'elle avait écrites avant son séjour, elle les regardait sans comprendre, comme si elles venaient d'une étrangère. Elle ne ressentait plus rien, ni joie, ni peine, ni peur. Le docteur Hartwell, consulté par les parents, loua le travail des sœurs. La patiente est guérie des défauts mentaux qui la rendaient inapte au mariage et à la maternité, déclara-t-il. Son esprit rebelle a été corrigé par une discipline spirituelle appropriée. Mais la mère de Mary remarqua des cicatrices fines sur le cuir chevelu de sa fille, des marques nettes, régulières, qui évoquaient une intervention délibérée plutôt qu'un accident. Interrogée, Mary répondit simplement qu'elle ne se souvenait de rien de son séjour, sinon d'avoir beaucoup prié pour devenir une meilleure femme. Des cas similaires se multiplièrent à mesure que la renommée du couvent s'étendait en Nouvelle-Angleterre. Anna Morse, envoyée pour soigner une profonde mélancolie après la mort de son nourrisson, revint 3 mois plus tard, rayonnante, mais sans souvenir d'avoir jamais eu d'enfant. Lorsqu'on lui montra les vêtements du bébé, elle resta impassible. Ses journaux intimes, retrouvés après sa mort, révèlent un homme en lutte avec sa conscience. Les procédures que j'ai observées définent dans toute éthique médicale, mais les résultats sont indéniables. Les sœurs ont accompli ce que les savants européens ne font qu'imaginer, modifier la personnalité, effacer des souvenirs précis, changer le comportement par intervention directe sur le cerveau. Leur méthode est des rigoureuses, leur de résultats constants. L'histoire jugera si nous sommes des pionniers ou des monstres. Durant cette période, la correspondance entre le couvent et plusieurs institutions médicales européennes augmenta considérablement. Les employés de la poste, bien que liés par le secret, remarquèrent
l'étrange quantité de colis et de lettres venant de l'étranger. Les tisseurs recevaient régulièrement des ouvrages médicaux, des instruments chirurgicaux, des composés chimiques, et envoyaient en retour des rapports détaillés, parfois accompagnés de spécimens biologiques préservés. La mère supérieure Agatha entreprit chaque mois des voyages à Portland et Boston, revenant avec des caisses d'équipements délicats. Elle expliquait aux curieux que le couvent développait des traitements révolutionnaires pour les troubles mentaux féminins, une combinaison novatrice de guérison spirituelle et de sciences modernes européennes. Son éloquence et son éducation convainquirent beaucoup, mais certains villageois restaient profondément méfiants. Martha Goodwin, dont la fille Rebecca était revenue méconnaissable après un séjour au couvent, commença à interroger discrètement d'autres familles. Elle découvrit un motif glaçant. Aucune des femmes traitées dans les sous-sols du couvent ne se souvenait de son séjour, si ce n'est de fragments de prières et d'exhortations religieuses. L'enquête de Martha révéla un autre fait inquiétant. Plusieurs femmes n'étaient tout simplement jamais revenues du couvent. Lorsque leurs familles demandaient des nouvelles de leurs filles ou épouses disparues, les sœurs Ashford affirmèrent que ces femmes avaient connu un éveil spirituel si profond qu'elles avaient choisi de rester sur place comme résidentes permanentes, consacrant leur vie à la prière et au service. Cependant, les familles qui souhaitaient de leur rendre visite étaient poliment mais fermement refoulées. On leur expliquait que ces femmes avaient prononcé des vœux stricts de silence et de réclusion, interdisant tout contact avec leur vie passée. Le mystère s'épaissit lorsque Martha apprit que le couvent recevait désormais des femmes venant de lieux de plus en plus éloignés. Des familles aisées de New York, Philadelphie et même Charleston envoyaient leurs filles les plus problématiques dans cette institution isolée du Maine, prêtes à payer des sommes considérables et à parcourir de grandes distances pour obtenir la promesse d'une transformation comportementale complète. Les tarifs avaient augmenté en conséquence. Les sœurs facturaient désormais jusqu'à $500 pour ce qu'elles appelaient une réformation complète, un processus d'environ 6 mois garantissant l'élimination définitive de tous les traits et tendances indésirables. À mesure que le couvent entrait dans sa 2e décennie d'activité, les sœurs Ashford s'étaient imposées comme des autorités reconnues dans le domaine des troubles mentaux féminins, tant aux États-Unis qu'en Europe. Leur réputation soigneusement façonnée attira l'attention de certains des plus grands médecins et chercheurs de l'époque, fascinés par les études de cas détaillées et les taux de réussite remarquables présentés dans leurs correspondances régulières avec les institutions médicales. Le docteur Jonathan Whitmore, de la Harvard Medical School, devint l'un de leurs correspondants les plus fidèles, entretenant un échange de lettres qui dura plus de 15 mois. Dans ses communications, conservées dans les archives de Harvard, il exprimait son émerveillement devant la sophistication de leurs recherches. Votre documentation sur les techniques de modification du comportement surpasse tout ce que j'ai rencontré dans la littérature européenne contemporaine. La précision avec laquelle vous reliez des interventions physiques spécifiques à des changements de personnalité prévisibles révèle un niveau de compréhension que notre profession n'atteindra pas avant des décennies. Ce que le docteur Whitmore ne savait pas, c'est qu'il lisait en réalité des descriptions cliniques de procédures qui seraient plus tard reconnues comme des formes primitives de lobotomie, de trépanation et de lésions cérébrales systématiques. Les sœurs Ashford avaient donc développé une compréhension avancée de l'anatomie crânienne et des fonctions du cerveau grâce à des années d'expérimentation humaine sans restriction, accumulant un savoir que les chercheurs officiels ne pouvaient qu'imaginer à partir d'études animales ou d'autopsies. Leur méthodologie était d'une rigueur glaçante. Elle y retenait des registres détaillés de la personnalité, du comportement et de la psychologie de chaque patiente avant traitement, puis notait avec précision chaque étape de leurs interventions expérimentales. Après traitement, elles observaient minutieusement les changements de mémoire, de personnalité, de cognition et de comportement, avec le même soin méticuleux que les chercheurs légitimes.
leurs techniques chirurgicales se perfectionnèrent considérablement. Sœur Prudence devint experte dans ce qu'elle appelait l'intervention crânienne ciblée, élaborant des méthodes pour atteindre des zones précises du cerveau à travers des points d'entrée soigneusement calculés. Ces dessins anatomiques détaillés, découverts des décennies plus tard, montraient des différentes approches des structures cérébrales, avec des mesures et angles d'une exactitude impressionnante. Les opérations elles-mêmes étaient conduites avec un détachement clinique qui les rendait d'autant plus terrifiantes. Les patientes étaient généralement sédatées au laudanum ou à d'autres opiacés, mais jamais au point de perdre totalement conscience. Les sœurs avaient mille besoin qu'elles restent des réactives pour observer les effets de leur manipulation en temps réel. Elles se posaient des questions, donnaient des ordres, observaient les réactions à mesure qu'elles stimulaient donc diverses zones du cerveau avec leurs instruments. La novice Temperance devint l'experte du groupe en conditionnement psychologique et reconstruction comportementale. Elle mit au point des protocoles complexes pour renforcer les effets des interventions chirurgicales par des programmes minutieusement élaborés de récompense et de punition, de manipulation sensorielle et de pression psychologique. Ces deux méthodes comprenaient un contrôle strict de la nutrition, la privation de sommeil, des variations extrêmes de température et l'isolement social, tout cela calibré pour détruire la personnalité d'origine et la remodeler selon des critères prédéterminés. Les sœurs furent également pionnières dans l'usage de composés chimiques visant à amplifier les résultats de leurs expériences. Grâce à leur réseau de contacts médicaux, elles obtinrent des substances qui ne seraient accessibles à la médecine conventionnelle que plusieurs décennies plus tard. Elles testèrent diverses combinaisons de drogues, observant leurs effets sur la conscience, la mémoire et la suggestibilité psychologique avec la même rigueur scientifique que dans leurs opérations. En 1815, le couvent avait déjà traité plus de 400 femmes. Les sœurs tenaient des registres statistiques détaillés montrant des taux de réussite dépassant 90%, bien que leur définition du succès fut la suppression totale des traits de personnalité ayant motivé l'internement. Les femmes mortes durant le traitement étaient notées comme des échecs et leur corps conservé pour étude. L'ampleur de leurs opérations s'élargit encore. Elles les commencèrent à accepter ce qu'elles appelaient des volontaires de recherche, des femmes sans ressources ni famille, à qui l'on promettait nourriture, abri et modeste rémunération en échange de leur participation à des traitements expérimentaux censés faire progresser la compréhension médicale de l'esprit féminin. Ces femmes, souvent prostituées, vagabondes ou veuves, servaient de cobayes pour leurs procédures les plus risquées. La documentation issue de ces expériences, retrouvée plus tard dans des archives cachées du couvent, révèle une approche à la fois méthodique et monstrueuse. Mesures exactes des crânes, description détaillée des réactions du tissu cérébral, corrélation précise entre intervention chirurgicale et modification comportementale. Les sœurs entretenaient aussi une correspondance active avec des chercheurs en Europe et en Amérique, vendant leurs découvertes à des institutions incapables ou réticentes à mener de telles études elles-mêmes. Ces lettres dévoilent un véritable marché noir de la recherche humaine, dans lequel les sœurs Ashford étaient des fournisseuses majeures d'informations inaccessibles par des moyens légitimes. Le docteur Heinrich Zimmermann, de l'Université de Vienne, fut l'un de leurs clients les plus lucratifs, payant des sommes considérables pour obtenir des rapports détaillés sur la modification de la personnalité par intervention chirurgicale. Ces lettres, interceptées des décennies plus tard, demandaient expressément des informations sur les moyens d'effacer des souvenirs précis, de réduire la réactivité émotionnelle et de créer des états comportementaux dociles chez les sujets féminins. Ironiquement, l'Université d'Édimbourg, la même qui avait jadis expulsé la docteure Agatha Brennan, acheta sans le savoir des données de recherche issues de son ancienne collègue, transmises par des intermédiaires qui en cachaient pour la provenance. L'école de médecine intégra les découvertes des sœurs Ashford à son enseignement, diffusant ainsi des techniques
chirurgicales et théories psychologiques issues d'expérimentations humaines menées dans la forêt du Maine. Mais le plus effrayant fut sans doute leur dernière évolution. Les sœurs commencèrent à accepter des commandes sur mesure pour des modifications comportementales spécifiques. Les familles aisées pouvaient y demander la suppression de certains traits de caractère, éliminer la créativité, réduire la curiosité intellectuelle, étouffer les élans romantiques ou instaurer une obéissance domestique parfaite. Pour chacune de ces transformations, les sœurs mirent au point des protocoles spécialisés et exigeaient des tarifs exorbitants pour leurs services de plus en plus perfectionnés. La façade soigneusement construite qui avait protégé les sœurs Ashford pendant près de 2 décennies commença à se fissurer sérieusement durant l'hiver 1818 lorsqu'une jeune femme nommée Sarah Whitman arriva au couvent dans des circonstances qui allaient finalement causer leur perte. Contrairement aux deux femmes brisées et désespérées sans qui cherchaient habituellement l'aide des sœurs, Sarah était une combattante, dotée d'une intelligence vive et d'une volonté que les pressions sociales n'avaient pas réussi à écraser avant son internement dans l'institution. Le crime de Sarah avait été de donner naissance à un enfant hors mariage et de refuser obstinément de révéler l'identité du père, malgré des mois de pression de la part de sa riche famille de Boston. Ses parents, de respectables marchands soucieux de préserver leur réputation, avaient d'abord tenté d'arranger un mariage discret ou une adoption qui sauverait l'honneur familial. Quand Sarah rejeta ces 2 options, affirmant son droit de garder son enfant et de vivre de manière indépendante, ils la déclarèrent mentalement instable et arrangèrent son placement au couvent des larmes éternelles. Âgée de 24 ans, Sarah possédait un intellect impressionnant, nourri par une éducation progressiste jusqu'à ce que sa grossesse fasse d'elle une honte pour ses parents. Elle avait reçu une formation inhabituelle pour une femme de son époque, y compris une exposition à des textes médicaux grâce aux relations de son père avec les médecins de Boston. Ce savoir allait s'avérer crucial pour reconnaître la véritable nature des activités des sœurs Ashford. Dès son arrivée, Sarah comprit que le couvent n'était pas ce qu'il prétendait être. Les autres pensionnaires se déplaçaient avec la précision mécanique de personnes dont la personnalité avait été fondamentalement altérée. Leurs réactions semblaient artificiellement contrôlées et leurs regards étrangement vides. Beaucoup portaient des cicatrices visibles sur le cuir chevelu, partiellement dissimulées par leurs cheveux repoussés au-dessus de zones opérées. Plus révélateur encore, plusieurs femmes présentaient des signes clairs de lésions cérébrales, troubles de la parole, perte de mémoire et changements de personnalité si radicaux qu'elles semblaient être des individus entièrement différents. Les connaissances médicales de Sarah lui permirent de reconnaître ces symptômes pour ce qu'ils étaient, les conséquences d'interventions chirurgicales délibérées sur le cerveau. Au cours de sa première semaine au couvent, elle fut soumise aux mêmes examens préliminaires que toutes les patientes avant les traitements intensifs, mesures détaillées du crâne, interrogatoires approfondis sur sa personnalité et ses comportements, et tests physiques semblant viser à cartographier ses réactions neurologiques plutôt qu'à évaluer son état spirituel. Les sœurs Ashford furent d'abord déconcertées par la résistance de Sarah à leurs procédés habituels de conditionnement. La plupart des patientes, déjà brisées par la honte sociale et le rejet familial, se soumettaient rapidement à l'autorité du couvent. Sarah, au contraire, conserva sa détermination malgré les traitements de plus en plus sévères, destinés à briser ses défenses psychologiques et à la préparer à une intervention plus invasive. Elle fut placée en isolement pendant plusieurs jours, privée de nourriture et d'eau, et soumise à des heures d'humiliation psychologique visant à détruire son estime de soi. Sœur Temperance, l'experte en conditionnement comportemental du couvent, utilisa toute la panoplie de ses méthodes: privations sensorielles, variations extrêmes de température, perturbations du sommeil et attaques verbales incessantes sur la valeur morale de Sarah. Mais Sarah demeura lucide et déterminée à s'échapper. Elle profita de son isolement pour mémoriser la disposition du couvent, observer les routines des sœurs
et planifier son évasion. Plus important encore, elle commença à documenter ses observations dans un journal de fortune, écrit sur des morceaux de papier avec de l'encre fabriquée à base de jus de baie qu'elle cacha dans les coutures de ses vêtements. Sa chance vint pendant un violent orage, en mars 1819, lorsque des inondations dans les sous-sols perturbèrent les opérations du couvent. Les sœurs furent forcées de déplacer leur matériel et leurs patientes vers les étages supérieurs, créant une confusion dont Sarah profita. Dans le chaos, elle échappa à la surveillance et explora les zones normalement interdites aux patientes. Ce qu'elle découvrit dans les chambres souterraines dépassait ses pires cauchemars. Les pièces inondées contenaient des preuves d'actes inimaginables, des tables d'opération munies de sangles pour immobiliser totalement les patientes, des instruments chirurgicaux inconnus de la médecine conventionnelle, et plus terrifiant encore, des échantillons de tissus cérébraux humains conservés dans des bocaux de verre, chacun soigneusement étiqueté avec le nom de la patiente, la date et des notes de procédure. Les dossiers chirurgicaux décrivaient en détail des opérations infligeant des lésions cérébrales volontaires, avec des observations minutieuses sur les changements de mémoire, de personnalité et de comportement qui s'ensuivaient. Certains contenaient même des croquis anatomiques représentant des crânes ouverts et des diagrammes des zones opérées. Pire encore, Sarah découvrit une vaste correspondance, des lettres de médecins européens achetant les données de recherche des sœurs pour des sommes considérables. Ces échanges parlaient de résultats expérimentaux et de spécimens anatomiques avec la froideur de transactions commerciales. Elle comprit alors que le couvent fonctionnait comme une véritable entreprise, vendant les fruits de ses expérimentations humaines à des chercheurs incapables ou réticents à mener de telles études eux-mêmes. Munie de ces preuves et de quelques documents cachés sur elle, Sarah entreprit de s'enfuir, sachant qu'elle aurait été programmée pour un traitement intensif dans les jours à venir. Une opération qui la rendrait sans doute semblable aux autres femmes qu'elle avait vues. Son évasion eut lieu une nuit sans lune, au début d'avril 1819. Elle parvint à maîtriser une garde et s'enfuit dans la forêt environnante. Les sœurs Ashford déclenchèrent aussitôt une vaste chasse à l'homme, conscientes que Sarah détenait de quoi détruire leur façade soigneusement construite et exposer des décennies de crimes. Pendant 3 jours terrifiants, Sarah échappa à ses poursuivants, marchant à travers la nature sauvage, se nourrissant d'eau de source et de plantes comestibles. Les sœurs, aidées d'hommes du coin, à qui elles prétendirent qu'elles recherchaient une femme mentalement dérangée, fouillaient la forêt sans relâche. La deuxième nuit, elle faillit être reprise lorsqu'elle tomba sur un groupe de recherche pendant un orage. Grâce à son sang-froid et à sa connaissance du terrain, acquise lors de séjours d'enfance au camp forestier de son grand-père, elle réussit à leur échapper. Elle passa la nuit cachée dans le tronc creux d'un arbre, entendant les voix de ses poursuivants rôder tout près. Au 3e jour, épuisée, déshydratée et transie de froid, les pieds en sang, elle continuait à avancer, mue par une seule idée, atteindre la civilisation et révéler les crimes des sœurs Ashford. Le salut arriva lorsqu'elle rencontra un trappeur nommé Joshua Meadows, qui vérifiait ses pièges à l'aube. D'abord méfiant devant cette femme, au regard sauvage surgissant de la forêt, Joshua changea d'attitude lorsque Sarah se mit à lui décrire des détails précis du couvent que seule une personne de l'intérieur pouvait connaître. Son désespoir était réel. Ses blessures étaient authentiques et son récit, trop détaillé et cohérent pour être le fruit d'une folie. Joshua offrit à Sarah de la nourriture, des vêtements chauds et, surtout, un passage sûr jusqu'au bureau du shérif de Millbridge. Mais même durant leur voyage, Sarah demeurait terrorisée à l'idée que les sœurs Ashford la retrouvent avant qu'elle ne puisse raconter son histoire aux autorités. Elle savait qu'elle disposait de ressources et de connexions qui s'étendaient bien au-delà de leur couvent isolé. Lorsque Sarah Whitman arriva enfin au bureau du shérif William Hawthorne, à Millbridge, le 18 avril 1819, son apparence et ses propos délirants furent
d'abord accueilli avec le même scepticisme que celui réservé au témoignage de Thomas Brewster 16 ans plus tôt. Hawthorne, homme pragmatique fier de son bon sens, pensa avoir affaire à une autre victime du délire provoqué par la solitude et l'épuisement des bois. L'histoire d'expérimentations humaines systématiques lui semblait trop invraisemblable, trop monstrueuse pour être vraie. Cependant, plusieurs éléments distinguaient là le témoignage de Sarah des récits habituels de personnes troublées. Tout d'abord, sa connaissance détaillée de l'intérieur du couvent correspondait à des informations jamais rendues publiques. Elle décrivait non seulement la structure générale du bâtiment, mais aussi des détails précis sur les chambres du sous-sol, la disposition des instruments et les emplacements de cachets secrètes qu'une seule personne initiée pouvait connaître. Plus importante encore, Sarah avait réussi à dérober plusieurs documents cruciaux lors de sa fuite, des notes chirurgicales, une correspondance avec des institutions médicales européennes et des dossiers de patientes apportant la preuve concrète des activités des sœurs Ashford. Ces documents, rédigés dans un langage clinique, décrivaient des procédures qui seraient aujourd'hui considérées comme des crimes de guerre, ne laissant aucun doute sur la nature systématique des horreurs perpétrées au couvent. Le premier document était un registre opératoire couvrant des interventions pratiquées sur 23 femmes en l'espace de 8 mois. Les entrées, d'une précision scientifique glaçante, décrivaient des opérations consistant à percer le crâne des patientes pour endommager ou retirer certaines zones du cerveau. Chaque note incluait des évaluations de personnalité avant l'opération, des comptes rendus chirurgicaux détaillant les gestes exacts et des observations post-opératoires suivant les changements de comportement, de mémoire et de fonction cognitive. Une entrée particulièrement effroyable relatait le cas de Margaret Fowler, une jeune femme de 19 ans internée pour avoir manifesté un goût jugé excessif pour la lecture et la réflexion intellectuelle considérée comme inconvenante pour son sexe. Les notes décrivaient une opération visant à altérer les régions cérébrales liées à l'apprentissage et à la mémoire, afin de réduire son obsession pour les livres et les pensées abstraites, tout en préservant ses capacités domestiques de base. Les observations post-opératoires confirmaient la réussite macabre de l'intervention. La personnalité de Margaret avait été profondément changée, son amour de la lecture annihilé, son vocabulaire drastiquement réduit, et sa capacité de raisonnement complexé presque disparue. Le rapport concluait froidement. La patiente manifeste désormais une docilité féminine appropriée et ne montre aucun intérêt pour des activités dépassant les tâches ménagères élémentaires. Le second document était encore plus accablant. Un dossier de correspondance contenant des lettres du docteur Heinrich Zimmermann de l'Université de Vienne, négociant l'achat des données de recherche sur les interventions crâniennes pour la somme de 4000 florins autrichiens. Ces lettres demandaient expressément des détails sur les techniques permettant d'effacer des souvenirs ou des traits de personnalité indésirables par modification chirurgicale du cerveau. La correspondance du docteur Zimmermann révélait l'existence d'un réseau international de chercheurs achetant les résultats des expériences humaines menées par les sœurs Ashford. Des universités d'Édimbourg, Berlin et Paris recevaient régulièrement des rapports décrivant des expériences qui auraient été interdites dans tout système légal civilisé. Les sœurs agissaient en réalité comme des fournisseuses commerciales d'informations que les chercheurs légitimes ne pouvaient obtenir par des moyens éthiques. Le troisième document était peut-être le plus terrifiant. Un catalogue de patientes listant plus de 600 femmes passées par les programmes du couvent depuis 1788. Le registre classait les femmes selon le type de traitement reçu, avec des annotations détaillées sur les procédures subies et leur sort final. La majorité des cas portaient la mention « réformée et rendue », désignant des femmes renvoyées à leur famille après modification chirurgicale de leur personnalité. Un nombre plus restreint figurait comme « résidentes permanentes », censées avoir choisi de rester au couvent, mais sans mention de leur localisation actuelle. Le plus troublant, près de 200 dossiers portaient simplement la mention « décédées », désignant des femmes mortes pendant ou peu après les interventions expérimentales.
Face à ces preuves accablantes, le shérif Hawthorne comprit qu'il faisait face à des crimes d'une ampleur inimaginable. Il organisa immédiatement une descente sur le couvent, réunissant 15 hommes armés pour ce qu'il savait désormais être bien plus qu'une simple arrestation. Il envoya aussi des messages urgents à Portland et à Boston pour demander le soutien de marshals fédéraux, compétents pour ce type de crime. Mais les sœurs Ashford, informées de par leurs contacts à Millbridge, avaient anticipé l'opération. Lorsque la troupe arriva au couvent le 20 mai 1819, le bâtiment était totalement abandonné. Les sœurs avaient disparu dans la nuit, emportant le matériel et les documents transportables, ne laissant derrière elles que les preuves impossibles à dissimuler. L'inspection du couvent révéla un véritable théâtre d'horreur. Le sous-sol abritait une salle d'opération complète, équipée d'instruments destinés spécifiquement à des interventions crâniennes. Les murs étaient tapissés d'étagères contenant des centaines d'échantillons de cerveaux humains conservés dans l'alcool, chacun soigneusement étiqueté avec le nom de la patiente, la date et la nature de l'expérience. Une pièce secrète dissimulée derrière un faux mur renfermait 47 corps dans divers états de conservation, tous portant des traces d'opérations crâniennes. Les cadavres baignaient dans une solution chimique, apparemment pour des études ultérieures. Chacun portait une étiquette détaillant les procédures effectuées et les résultats obtenus avant la mort. Les enquêteurs mirent aussi la main sur une vaste documentation, des milliers de pages de notes chirurgicales, de dossiers médicaux et de correspondances avec des institutions du monde entier. L'ampleur du projet dépassait tout entendement. Les sœurs avaient mené des expériences humaines systématiques pendant plus de 20 ans, consignant des procédures que la médecine officielle ne reconnaîtrait que des décennies plus tard. Le docteur Samuel Hartwell, confronté à la preuve de sa complicité, tenta d'abord de se justifier. Il affirma qu'il œuvrait pour le progrès de la science au bénéfice de l'humanité. Ces femmes étaient déjà perdues pour la société, plaida-t-il. Au moins, leur souffrance a servi à faire avancer la connaissance. Mais lorsqu'il prit conscience de l'étendue réelle des crimes et des meurtres déguisés en soins, il s'effondra mentalement. Dans sa confession finale, livrée sous surveillance dans la prison de Millbridge, Hartwell révéla la véritable identité des sœurs Ashford et l'intégralité de leur passé criminel. Les femmes connues sous les noms de mères supérieures, Agatha, sœur Prudence et novice Temperance Ashford, étaient en réalité le docteur Agatha Brennan, le docteur Prudence Ashford et le docteur Temperance Ashford, des médecins formés en Europe, expulsés de leurs institutions pour avoir mené des expériences humaines non autorisées. Le docteur Brennan avait été interdit de pratiquer la médecine en Écosse après la mort de plusieurs patientes lors de ces procédures expérimentales conçues pour corriger l'hystérie féminine par intervention chirurgicale. Le docteur Prudence Ashford avait été renvoyé de l'Université de médecine d'Édimbourg après avoir été surprise en train de mener des expériences illégales sur des patientes d'asile, tentant de cartographier le fonctionnement du cerveau par des dommages systématiques à différentes régions crâniennes. Le docteur Temperance Ashford, la plus jeune des trois, avait été l'élève de sa sœur dans le développement de techniques de conditionnement psychologique visant à améliorer les effets des interventions chirurgicales. Les trois femmes avaient fui l'Europe en 1797 et avaient adopté de fausses identités de religieuses anglicanes pour continuer leurs recherches dans un lieu où elles seraient libres de toute surveillance médicale ou contrainte légale. Elles avaient passé plus de 20 ans à perfectionner des techniques de modification du comportement humain par intervention chirurgicale, accumulant des connaissances que les chercheurs légitimes ne pouvaient qu'imaginer obtenir. La traque des sœurs Ashford échappées devint l'une des enquêtes criminelles les plus étendues de l'histoire américaine naissante, impliquant des marshals fédéraux, des shérifs locaux et même une coopération internationale avec les autorités européennes. Cependant, les trois femmes disparurent complètement, ne laissant derrière elles que les preuves horribles de 2 décennies d'expérimentation humaine systématique. L'enquête révéla que les sœurs
avaient maintenu plusieurs voies d'évasion depuis le couvent et avaient accumulé une richesse considérable grâce à leurs activités illégales. Les relevés bancaires, découverts lors de l'enquête, montraient qu'elles avaient transféré d'énormes sommes vers des comptes au Canada, au Mexique et dans plusieurs pays européens au fil des années. Le montant total dépassait 50 000 $, une fortune qui vaudrait aujourd'hui des millions. Les sœurs avaient également établi de fausses identités et des refuges sécurisés à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, suggérant qu'elles avaient planifié leur évasion dès le début de leurs opérations américaines. Les registres d'expédition indiquaient qu'elles avaient progressivement déplacé équipements et documents hors du couvent pendant des mois avant la fuite de Sarah, se préparant à la possibilité que leurs activités soient un jour découvertes. L'enquête révéla l'ampleur totale de leur entreprise criminelle. Sur une période de 21 ans, les sœurs Ashford avaient soumis plus de 600 femmes à leurs programmes expérimentaux. Parmi elles, environ 250 avaient été rendues à leur famille en tant que patientes considérées comme traitées avec succès, bien que l'enquête révéla que toutes présentaient des signes de lésions cérébrales compatibles avec une intervention chirurgicale. 50 autres femmes avaient choisi de rester au couvent comme résidentes permanentes, mais aucune trace de ces femmes ne fut jamais retrouvée. Les sœurs avaient apparemment tué ces patientes lorsque leur état les rendait inaptes au retour dans la société, conservant leur corps pour études continues et disposant des restes lorsque la préservation n'était plus utile. Les 200 femmes restantes furent retrouvées dans différents états de conservation dans les chambres cachées du couvent. Il s'agissait apparemment de patientes mortes pendant des procédures expérimentales ou délibérément tuées lorsque leur réponse au traitement fournissait des données de recherche précieuses. La préservation systématique de ces corps suggérait qu'ils avaient été maintenus pour des études comparatives sur de longues périodes. L'enquête découvrit également l'existence d'un vaste réseau de collaborateurs au sein des communautés médicales et académiques. Le docteur Hartwell n'était qu'un des nombreux médecins ayant adressé des patientes au couvent et fourni du matériel médical en échange de l'accès aux résultats expérimentaux. Les employés postaux, fournisseurs et même certains fonctionnaires locaux avaient été payés pour garder le secret sur les activités du couvent. Des universités à travers l'Amérique et l'Europe avaient intégré sans le savoir les recherches des sœurs Ashford dans leurs programmes médicaux. Les techniques chirurgicales et théories psychologiques enseignées aux nouvelles générations de médecins étaient basées sur une expérimentation humaine systématique menée dans la nature sauvage. Cette découverte força une réévaluation douloureuse des sources du savoir médical et des standards éthiques de la profession. Les familles des victimes durent faire face à un choix agonisant entre rechercher justice et protéger leur réputation. Reconnaître publiquement que leur fille et épouse avaient été soumises à des expérimentations horribles les aurait exposées à un scandale social et aurait détruit leur position dans leur communauté. La plupart choisirent le silence, préférant vivre avec un deuil privé plutôt qu'une honte publique. Cette conspiration du silence fit que l'ampleur totale des crimes des sœurs Ashford ne fut jamais officiellement reconnue. L'enquête fut discrètement close après 6 mois, la majorité des preuves étant scellées dans les archives gouvernementales qui ne seraient ouvertes que plus d'1 siècle plus tard. Le dossier officiel indiquait simplement que 3 femmes, opérant un établissement médical frauduleux, avaient fui la justice, laissant derrière elles des preuves de méthodes de traitement irrégulières. Le bâtiment du couvent fut finalement incendié par les habitants locaux, désireux d'effacer toute trace de ce qui s'était passé. Cependant, la documentation étendue des expériences des sœurs fut préservée et finit par parvenir à des institutions médicales à travers le monde. Ironiquement, des recherches obtenues par de tels moyens horribles contribuèrent à des avancées légitimes dans la compréhension du fonctionnement du cerveau et des troubles psychologiques. Sarah Whitman, la seule survivante à s'échapper et à révéler la vérité, lutta pendant des années
contre le traumatisme de son expérience. Elle passa des mois à témoigner auprès des enquêteurs et à aider à identifier d'autres victimes, mais le coup émotionnel fut dévastateur. Le fait qu'elle fût la seule personne prête à parler publiquement des horreurs qu'elle avait vues l'isola d'une société préférant oublier de telles vérités inconfortables. Sarah finit par s'installer en Californie sous un nom d'emprunt, où elle travailla comme enseignante tout en essayant de reconstruire sa vie. Elle ne se maria jamais et maintint un contact minimal avec sa famille, embarrassée par ses témoignages publics sur le couvent. Son mémoire détaillé, écrit peu avant sa mort en 1863, fournit le récit le plus complet de la vie à l'intérieur du couvent des larmes éternelles et servit de preuve historique cruciale des crimes des sœurs. Les sœurs Ashford, elles de même, ne furent jamais capturées, bien que des rapports non confirmés les placent dans divers endroits des Amériques et de l'Europe au cours des décennies suivantes. Certains enquêteurs pensaient qu'elles continuaient leur travail sous différentes identités, tandis que d'autres suggéraient qu'elles avaient été tuées par des complices cherchant à éliminer les témoins de leurs crimes. Un signalement en Argentine en 1847 décrivait 3 femmes âgées, opérant un établissement médical privé pour des familles riches, mais l'enquête resta inconclusive. Le compte rendu le plus crédible vint d'un médecin français affirmant avoir rencontré le docteur Agatha Brennan à Paris en 1856. Selon son rapport, elle travaillait sous un nom d'emprunt comme médecin privé spécialisé dans les troubles nerveux des femmes, utilisant des techniques présentant des similitudes suspectes avec celles documentées au couvent principal. Cependant, lorsque les autorités enquêtèrent, la femme avait déjà disparu, ne laissant derrière elle que des indices intrigants sur sa véritable identité. Le cas du couvent des larmes éternelles représente l'un des exemples les plus systématiques et prolongés d'expérimentation humaine dans l'histoire américaine. Les sœurs Ashford combinèrent méthodologie scientifique et complète immoralité, créant un programme de recherche qui fit progresser les connaissances médicales tout en détruisant des centaines de vies. Leur documentation minutieuse révéla des techniques et des insights qui ne seraient officiellement reconnus par la médecine mainstream que des décennies plus tard, mais à un coût humain inimaginable. Le cas révéla également la vulnérabilité des femmes dans la société américaine du début du XIXe siècle, où les pressions sociales et les contraintes légales permirent à 3 criminels d'opérer en toute impunité pendant plus de 20 ans. L'exploitation systématique des membres les plus vulnérables de la société, justifiée par des revendications de progrès médical et de bénéfices social, montre combien il était facile pour de nobles intentions de masquer des crimes horribles. Peut-être le plus troublant de tout, la conspiration du silence qui suivit la révélation des sœurs démontra la volonté de la société de supprimer des vérités inconfortables plutôt que de confronter les implications d'abus systématiques. Les familles, institutions médicales et fonctionnaires ayant choisi le secret plutôt que la justice assurèrent que la souffrance des victimes serait oubliée et que des crimes similaires pourraient se reproduire. Ce mystère nous montre le potentiel terrifiant d'une ambition scientifique incontrôlée combinée aux préjugés sociaux envers les populations vulnérables. Le fait que 3 femmes aient pu diriger un programme systématique d'expérimentation humaine pendant plus de 20 ans, avec le soutien tacite de professionnels médicaux et de leaders communautaires, révèle à quel point la connaissance peut devenir dangereuse lorsqu'elle est poursuivie sans contrainte morale ni supervision éthique. Que pensez-vous de cette histoire? Ces horreurs systématiques auraient-elles vraiment pu rester cachées si longtemps dans la société américaine du début du XIXe siècle? Les preuves suggèrent que la recherche du savoir, lorsqu'elle est séparée de la compassion humaine et de la responsabilité morale, peut mener à des atrocités qui défient notre compréhension du comportement civilisé. Pensez-vous que de tels crimes pourraient encore exister aujourd'hui, dissimulés derrière les façades du respect et du progrès scientifique? Laissez vos commentaires ci-dessous avec vos réflexions sur ce chapitre glaçant de l'histoire américaine. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en découvrir d'autres,
tout aussi sombres. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui aime dévoiler les secrets enfouis de notre passé. Les ombres de l'histoire cachent encore bien des vérités que les puissants ont voulu effacer à jamais. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous révélerons un autre sombre secret qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'Amérique.